C'est un projet qui n'est pas vraiment récent. Dans les orientations budgétaires, il y a 7-8 ans, j'avais déjà évoqué la perspective d'une cuisine centrale. C'est une perspective qui était relativement logique. Relativement logique, parce que ça rentrait évidemment dans un flux loin d'être limité à Chaville. Et puis on avait imaginé à un moment, pourquoi pas faire une cuisine intercommunale, etc. Et ça avait suscité d'ailleurs l'intérêt du conseil municipal dans son ensemble, sans aucun problème. Évidemment, parce que le fait de pouvoir, d'une façon ou d'une autre, se détacher des grands groupes qui dominent, je salue leur représentante, qui dominent le marché de la restauration collective, il n'y en a pas beaucoup au total, c'était utile non pas pour se détacher d'eux, parce qu'ils font bien leur travail de façon générale, mais parce que ça nous paraissait important à un moment où on discute et on débat des problèmes de malbouffe, d'obésité, on discute des problèmes de circuit court, des problèmes de bio, etc., etc., de façon générale des problèmes d'alimentation et de la qualité de l'alimentation. Il nous paraissait utile justement de faire une cuisine centrale. Là-dessus est arrivée la crise que nous connaissons, crise du Covid, crise géopolitique aussi également. Alors évidemment, on parle de crise géopolitique, on parle de la bataille, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Bon. Mais il n'empêche qu'à l'occasion de cette occasion, on a redécouvert deux concepts importants, qui pour moi ne sont jamais, ce que j'avais jamais oublié, le concept de souveraineté énergétique d'un côté, et le concept de souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire, pourquoi? Parce qu'il y a eu un débat, effectivement, sur les perspectives qu'il pouvait y avoir en matière de trafic de blé, de céréales en général, et d'autres produits, évidemment, à partir de l'Ukraine et de la Russie, qui à un moment pouvait poser un problème, non pas spécialement à l'Europe de l'Ouest d'ailleurs, mais qui poser un problème en particulier aux pays du Proche-Orient. Imaginez ce qui peut se passer en Égypte s'il n'y a plus de pain. Bon, le problème ne se posait pas véritablement en Europe occidentale, encore que, effectivement, à partir du moment où nous n'avons plus notre souveraineté alimentaire, évidemment, ça peut poser un problème à terme. Alors, cette souveraineté alimentaire, on ne l'a jamais eue totalement. L'Empire romain importait son blé d'Égypte. À l'époque, l'Égypte était productrice. Et de Tunisie, en l'occurrence d'Afrique. À l'époque, la Tunisie était productrice. C'est plus le cas maintenant. Donc, ce n'est pas très original. On n'a jamais eu véritablement de souveraineté alimentaire au sens strict du terme. Il n'empêche que plus nous allons vers l'indépendance alimentaire, plus nous allons vers la possibilité d'avoir des circuits le plus courts possible, mieux c'est. Et tout cela rentre dans une logique qui n'est pas simplement une logique politique de souveraineté, mais une logique qui nous, aujourd'hui, auquel nous adhérons tous, d'une façon ou d'une autre, c'est la logique de transition écologique. Il faut assumer, nous avons deux crises, une crise géopolitique, oui, une crise alimentaire dans une certaine mesure, mais qui peut se déployer un peu plus dans les années qui viennent d'ailleurs, et puis une crise climatique qui est fondamentale. Et donc nous avons à répondre à l'ensemble de ces problèmes. Alors la cuisine centrale ne répond pas évidemment à toutes ces crises, ça va de soi, mais il n'empêche que nous participons d'une façon ou d'une autre à le faire. Il y a une vieille expression, dont j'ai oublié un peu d'ailleurs les termes, c'est de comprendre le global, agir local. Même au sommet de la Terre de Rio, c'est le premier grand sommet de la Terre à Rio, on avait mis en exergue le fait que c'était, évidemment, il y avait des grands principes qui étaient déterminés, mais que c'était les collectivités locales qui avaient un rôle fondamental à mener. Et le rôle fondamental amené, il existe dans différents domaines. Il existe dans le domaine de la rénovation thermique, il existe dans le domaine de réseau de chaleur, et il existe dans le domaine alimentaire. Et il existe d'autant plus dans le domaine alimentaire que nous avons une responsabilité particulière. Les communes ont la responsabilité des écoles primaires, comme vous le savez, et donc, évidemment, on a une responsabilité vis-à-vis des enfants que nous accueillons. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation un peu particulière et paradoxale. Nous accueillons globalement à peu près 1700 enfants dans les écoles dites communales. 1700 enfants. C'est à la fois beaucoup et peu. Ces 1700 enfants, ils sont aujourd'hui moins nombreux qu'ils l'étaient l'année dernière et l'année d'avant.
parce qu'il y a une crise incontestable dans le domaine démographique. Hein. On a une baisse de la démographie. Et d'ailleurs, je vous donne une information que vous n'avez certainement pas, c'est qu'une fois de plus cette année, contrairement à certaines idées reçues, la population de Chaville baisse. Elle baisse. On est actuellement, population municipale, à moins de 20 000 habitants. 19 991 habitants, exactement. Alors, c'est un enjeu. L'enjeu démographique, pour une ville comme Chaville, comme pour toutes les villes des Hauts-de-Seine, d'ailleurs, de façon générale, c'est un véritable enjeu. Il faut faire venir les familles. Il faut faire en sorte qu'elles puissent avoir les réponses aux problèmes qu'elles se posent. Et les problèmes qu'elles se posent, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure pour les enfants. Hein, l'obésité, la malbouffe, la qualité de l'alimentation, entre autres. Hein, ça fait partie des choses. Et donc, le fait de faire une cuisine centrale, ça permet de répondre à un certain nombre de problèmes que peuvent se poser les familles qui pourront éventuellement venir s'installer à Chaville. Je suis particulièrement heureux et honoré d'accueillir Emmanuel Delmotte. Emmanuel Delmotte, c'est le maire de Châteauneuf-Grasse, hein, mais il ne vient pas en tant que maire de Châteauneuf-Grasse, parce qu'on n'a pas de rapport direct, hélas, avec Châteauneuf-Grasse, mais en tant qu'administrateur de l'association 1+ Bio. Et 1+ Bio, il me le rappelait tout à l'heure, enfin il m'informait tout à l'heure, ça réunit des collectivités qui regroupent au total 18 millions d'enfants. 18 millions d'enfants. Évidemment, ça concerne les crèches, les maternelles, l'école élémentaire, les collèges, les lycées, donc des départements et des régions. Hein, le dernier département en date adhérent à 1+ Bio, c'est les Pyrénées-Atlantiques, pour ne prendre que cet exemple. Et d'autres départements pourront adhérer. Je suis certain qu'à un moment ou à un autre, le département des Hauts-de-Seine, Hermel, ou la région Île-de-France pourront adhérer à 1+ Bio. 18 millions d'enfants, c'est énorme. Et le fait d'avoir des cuisines centrales aujourd'hui, bon, c'est quelque chose de relativement banal. La démarche vers la cuisine centrale est de plus en plus importante. Et donc, c'est pas négligeable. Alors, je suis vraiment heureux d'accueillir Emmanuel Delmotte, qui va être l'animateur de cette réunion avec des tables rondes qui réuniront Pierre-Alexandre Fromentin, qui est chargé de mission au groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France, qui est ici présent, c'est le barbu. Jean-Jacques Azan, qui est notre consultant qualité, gestion et organisation, restauration collective, qui travaille avec nous depuis maintenant un certain nombre de mois, je dois le dire, et merci de ce que vous pouvez faire. Et puis Laurence Bodin, diététicienne, nutritionniste, consultante auprès des collectivités en Île-de-France et qui nous accompagne également dans ce projet. Parmi les élus, évidemment, nous avons Bérangère Lavavasseur, la maire adjointe aux affaires scolaires, David Ernest, le maire adjoint à l'urbanisme, parce que c'est un projet qui est également un projet d'aménagement, qui rentre dans un contexte particulier, et puis Isabelle Chaillet-Mauvarin, qui évidemment est concernée directement par cet aspect qui concerne la transition écologique. À la fin de la réunion, Anne-Louise Mesadieu, notre conseillère régionale, et Armelle Tilly, notre conseillère départementale, vice-présidente de nos départements, nous dirons peut-être un mot sur l'approche du département, l'approche de la région dans ce domaine, parce qu'il y a une concordance de vue, sachant qu'il y a un financement aussi qu'il faut être reconnaissant, et au département et à la région. Au département, c'est sûr, la région, c'est en cours, mais je ne suis pas spécialement inquiet. Voilà, merci de votre présence, merci de votre attention, et je passe tout de suite la parole à mon collègue maire de Châteauneuf-Grasse, Emmanuel Delmotte. Merci, monsieur le maire. Alors, je suis le mauvais exemple pour l'obésité, moi. Très, très heureux d'avoir cette chance de m'exprimer et de représenter l'association 1+ Bio sur votre territoire. Nous nous sommes mis comme mission, la nouvelle présidente, qui est la vice-présidente du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Sandrine Lafarge, a demandé aux élus et membres du conseil d'administration de se déplacer dans les collectivités pour porter la bonne parole du bien manger. Alors, bien manger, c'est toujours une solution, et c'est typiquement français, mais toutes les solutions territoriales doivent être étudiées et soutenues de la manière la plus forte et avec un engagement particulier quand il s'agit de nourrir correctement
nos jeunes, nos moins jeunes aussi, parce que vous le verrez tout à l'heure, souvent les cuisines centrales sont des outils pour aller vers les CCAS et les portages à domicile et le maintien de nos adultes. Donc aujourd'hui, sur ces 2 tables rondes, si vous le voulez bien, nous allons d'abord présenter l'intérêt, les points positifs d'une restauration maîtrisée, faite sur place, dans les enjeux qui sont les enjeux de non seulement de la transition, j'allais dire écologique, transition, mais surtout des enjeux sociaux et sanitaires. Pour lancer cette première discussion, je voudrais que M. Jean-Jacques Hazan, notre prestataire, nous retrace un peu le schéma général en France de l'alimentation et des cuisines centrales, peut-être de manière au moins locale. Pour avoir un petit chiffre comme ça en tête, il y a 3,5 milliards de repas servis en restauration collective. Un tiers, on va dire pour aller vite, un gros tiers à l'hôpital, un petit tiers, un tout petit tiers en entreprise, surtout qu'il a beaucoup baissé pendant le Covid et depuis ça ne s'est pas vraiment relevé, et un tiers en restauration scolaire. Scolaire, ça veut dire primaire, secondaire, les deux. Donc les uns dépendant des collectivités territoriales au niveau municipal, donc municipalité ou intercommunalité, et puis pour les collèges, c'est les départements, et pour les lycées, c'est les régions. Dans tout ce monde important, il y a une petite moitié qui est en délégation, c'est-à-dire qui est fait de repas livrés par des sociétés privées de restauration, avec des tailles plus ou moins diverses, de petites cuisines, de grosses cuisines, de très très grosses cuisines, genre les plus grosses c'est 50 000 repas. Bon, justement, la ville de Chaville est livrée par pas une vraiment petite cuisine. Mais ces grosses cuisines dépendent essentiellement des 4-5 sociétés majeures de la restauration collective, que sont, entre autres, Elior, mais aussi Sodexo, puisque ça, vous connaissez le nom. Et puis, Compass, Happy, Convivio, Dupont. Voilà, ça, c'est les acteurs essentiels de la restauration collective. Pourquoi est-ce que certains sont restés en gestion directe ou reviennent en gestion directe, comme c'est le cas de Chaville? C'est une question de maîtrise de ses choix. Dans tout ce qu'on a vu, on voit bien qu'on veut intervenir sur le gaspillage, on veut intervenir sur le bien manger, on veut intervenir sur le fait maison, on veut intervenir sur tout ça. Mais si vous ne produisez pas et que vous ne mettez pas les mains dans le cambouis, vous ne maîtrisez rien, c'est quelqu'un d'autre qui fait ça pour vous. Donc vous n'avez aucun moyen en fait réel et sérieux de faire progresser votre restauration, de faire progresser réellement la qualité globale de votre prestation. Vous allez intervenir sur un petit morceau, vous allez croire que vous allez agir sur le gaspillage par exemple. Mais quand Gilles Perrol, l'adjoint au maire de Montsartou, intervient et dit voilà, j'ai réduit le gaspillage et comme ça je mets plus d'argent dans l'assiette, mais ça on ne peut pas le faire ici. Parce qu'en fait, si vous réduisez le gaspillage, déjà, ce n'est pas la ville qui fait les bénéfices. Et puis, ceux qui font les bénéfices ne vont pas franchement les rétrocéder à la ville de Chaville. Il faut quand même, faut être un peu lucide. Donc, en fait, si vous voulez faire ce genre d'effort, il faut maîtriser les choses, parce qu'il faut maîtriser aussi bien les pratiques que les coûts, les achats, que le service, et tous les morceaux de cette chaîne. Et c'est pour ces raisons-là que de nombreuses collectivités, depuis qu'on parle beaucoup plus d'alimentation, de bien manger, de résultats en produits bio, puisque la loi nous impose normalement à tous aujourd'hui d'avoir 50% de nos dépenses alimentaires en produits durables, dont 20% de bio. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup de collectivités qui se disent mais si je dois faire tout ça, d'abord comment je suis sûr que c'est fait, comment je peux faire progresser les choses, comment je peux impulser des modifications, comment je peux agir. Si vous agissez sur un prestataire, vous agissez sur un prestataire et il y a un gros filtre quand même, surtout quand les prestataires en question sont des grosses machines comme celles qui livrent à Chaville. Ça veut dire une grosse boîte au CAC 40
qui reçoit quand même d'ailleurs quelques fâcheux déboires, et qui a été racheté récemment, mais qui n'en a pas profité du tout pour améliorer sa qualité, mais plutôt pour faire améliorer à Elior sa marge, et en particulier sa marge nette pour qu'elle ait bien 2 chiffres. Ça, c'est les discussions qu'il y a aujourd'hui dans cette société. Alors ensuite, il y a pas mal de choses à décider. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut une très grosse cuisine ou une cuisine à taille un peu humaine? Bon. Très grosse cuisine, ça veut dire 8 000, 10 000, 20 000, 50 000. Il y a ça. Hein. Est-ce qu'on préfère prendre ce choix-là, qui est un choix pratique, économique, on va dire? Peut-être économique. C'est pas sûr, hein, mais peut-être. Je veux bien en discuter, quoi. Mais qui ne va pas tellement être un choix qui va nous avancer vers de la production maison. C'est plus facile de produire 500, 800, 1500 repas que 15 000, hein, pour des raisons basiques de stockage, de temps passé, de livraison, de tout ce genre de choses. Plus on va centraliser, plus on va avoir de difficultés. Donc le choix des collectivités aujourd'hui, il se porte souvent sur de la construction de cuisines à taille un peu plus humaine. Voilà, genre moins de 2000, moins de 3000, voilà. Vous voyez, déjà, l'humain est gros chez moi, hein, mais sans obésité, hein, mais ça va. Alors, ensuite, tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, on parle d'obésité, on parle de ce qu'on va donner à manger, mais ce qui est important, c'est pas seulement l'équilibre nutritionnel sur le plateau ou sur le menu, c'est ce qui va rentrer dans le ventre. Et ce qui rentre dans le ventre, c'est quand c'est bon. Si c'est pas bon, l'équilibre, on peut l'avoir fait sur le plateau et sur le menu, ça suffit pas. Donc en fait, il faut ajouter et l'équilibre sur le menu et ce qui va vraiment rentrer dans le ventre des enfants, donc de la qualité et de la qualité organoleptique. Et pour ça, assez régulièrement, on choisira une production sur place ou une production en liaison chaude, de manière à ne pas perdre trop de qualité organoleptique, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de temps en fait, entre le moment où on produit et le moment où on sert. Et quand on est sur un projet de cuisine centrale en liaison chaude, on produit le matin et puis on sert à midi. Hein. Donc c'est ça qui se passe. Pourquoi c'est important? Parce que 85% des enfants mangent à la cantine, au restaurant scolaire. 85% dans les villes, en général, c'est le cas ici. Et ça fait que la restauration scolaire, c'est un enjeu social, c'est un service éducatif et social, et qui nourrit. Et donc, en fait, on se retrouve avec un service qui a un vrai impact social et sanitaire, et c'est un outil de santé publique qu'il faut faire vivre et qu'il faut faire réussir, donc avec des bonnes pratiques alimentaires et des bonnes pratiques de cuisine pour que ça soit bon et que l'enfant mange. Cher David, ce projet a une histoire. Je pense que tu peux la raconter. Alors oui, ce projet a une histoire. Il faut savoir que c'est déjà un engagement du programme municipal. Ce qu'on voulait, et monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, c'est améliorer la qualité du service public sur la restauration scolaire. Et ça a été dit par Jean-Jacques Azan. La qualité du service public sur l'alimentation, ça va être la qualité sanitaire de l'alimentation, nutritionnelle et gustative. D'ailleurs, les trois vont ensemble. Ça a été vu aussi dans le film, c'est aussi le projet pédagogique. Apprendre à bien manger, avoir envie de cuisiner, comprendre d'où viennent les aliments, ça fait partie du projet pédagogique de la ville. Et le troisième niveau, c'est le volet écologique. Maîtriser les impacts écologiques des consommations qui sont faites à Chaville, même si ces impacts ils sont ailleurs qu'à Chaville. La biodiversité, l'impact carbone, l'eau, etc. Isabelle reviendra dessus tout à l'heure. Donc ce projet, voilà, c'est ça sa genèse, c'est la volonté d'améliorer ce service public. Il faut savoir qu'à Chaville, dans le passé, on a pu avoir un système en régie. Donc en régie, ça veut dire quoi? C'est les agents municipaux qui gèrent eux-mêmes la cuisine dans les établissements scolaires. Ça a existé jusque dans le début des années 90. Là, depuis 2020, je pense, Bérangère, on est avec Elior en DSP, ça a été expliqué, hein, délégation de service public, on donne tout à un tiers. Il y a un contrat, certes, qui encadre ce que fait le tiers, mais voilà, ça contraint aussi le donneur d'ordre, parce que finalement, le contrat, il va contraindre aussi le donneur d'ordre.
Bérangère, si tu peux nous présenter un peu l'étendue, j'allais dire, les volumes de production qu'on attend de cet outil. Alors, actuellement à Chaville, c'est juste quelques petits chiffres pour remettre en perspective. Pour un peu moins de 1600 élèves scolarisés, 245 000 repas sont proposés, soit environ 1470 repas tous les jours proposés aux enfants. Pour mémoire, la capacité de production donc, de la cuisine communale serait de 1800 repas par jour. Donc, on a encore une marge d'évolution. La fréquentation des restaurants scolaires est à peu près, comme vous le disiez déjà, de 85%. On est sur la moyenne locale. Ce qu'il faut rappeler, moi j'ai un petit exemple quand même, plus les repas sont bons, plus on a de fréquentation à la cantine. Moi j'ai commencé à 85 et je suis à 99,8%, c'est-à-dire que tout le monde mange à la cantine. On parlait tout à l'heure de démarche globale territoriale, hein, et je pense que les enjeux d'éducation, on l'a vu dans le film, et d'environnement sont importantes. Et j'espère qu'Isabelle, tu peux nous dresser un peu ce futur tableau. Oui, avec plaisir. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, je veux vous parler de ce que finalement les cuisines les plus avancées nous prouvent déjà. C'est-à-dire qu'elles sont un puissant levier, un puissant moyen pour transformer les territoires par et pour l'alimentation. Alors pourquoi les transformer finalement? Quels sont les enjeux? J'en ai retenu 6 que je vais vous dresser les uns après les autres. Ils ont déjà été pour certains évoqués. Le premier enjeu, c'est évidemment l'enjeu de la réduction des gaz à effet de serre. Comme vous le savez, l'alimentation de l'agriculture en France, c'est un peu moins de 20% en ordre de grandeur des émissions de gaz à effet de serre, juste après le secteur du transport et des mobilités. Donc c'est hyper important. L'agriculture, en fait, elle est acteur du changement climatique, puisque pour l'agriculture, on a déboisé, on a mécanisé, on a appauvri d'une certaine manière la capacité d'absorption, de captation du carbone par les sols. Donc, elle est génératrice du problème. Et elle en subit en même temps les conséquences, puisque vous connaissez les problèmes que connaissent nos agriculteurs avec l'imprévisibilité grandissante des saisons, des phénomènes météo, les sécheresses, les inondations, etc. Donc ils sont aussi les premiers impactés. Le deuxième enjeu, c'est la biodiversité, puisque finalement, pour notre agriculture, on utilise notre agriculture intensive, hein, qui est majoritaire largement dans le pays. On utilise des pesticides, des insecticides, des fongicides, et j'en passe. Donc évidemment, tout ça, c'est très nocif pour la biodiversité. Hein. On sait, par exemple, que ça a été rappelé hier soir dans une conférence, que c'est l'utilisation de ces produits qui est responsable de la mortalité des oiseaux au premier chef. Il y a d'autres raisons, mais voilà. Donc l'enjeu sur la biodiversité, il est majeur. Sur l'eau, les conséquences des produits chimiques dont on a parlé précédemment, en fait, ils se répercutent dans l'eau. Donc idem, on le voit sur des choses aussi médiatisées que les algues vertes, mais en Bretagne, mais il y a plein d'autres endroits où les pesticides et les insecticides ont ces problèmes vis-à-vis de l'eau. Il y a la fertilisation qui homogénéise les milieux et dérègle le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, et l'irrigation qui change aussi pas mal de choses sur les cours d'eau. Tout ça, ça affecte le grand cycle de l'eau. Le quatrième effet, c'est les sols nourriciers. En fait, le labour des sols, le drainage, les pratiques de l'agriculture intensive mettent à mal la fragile couche terrestre qui nous nourrit. Donc c'est autant de pratiques qui ont eu leur heure de gloire, si je puis dire, pour nourrir les populations. Mais le système, il est arrivé à ses limites, et les premiers qui en souffrent, c'est les agriculteurs. Donc c'est mon cinquième enjeu, c'est le monde agricole et les gens qui en font partie. Il y en a de moins en moins. C'est un secteur vital qui est soumis à des injonctions contradictoires. C'est un système ancestral par nature, mais aujourd'hui, il est lancé à pleine vitesse dans le capitalisme financier, la tyrannie des cours des mondiaux et des investissements qui sont démesurés. Ils sont sommés de produire toujours plus et toujours plus vite, et ils sont ensuite accusés d'empoisonner la population. Donc on peut comprendre la détresse de ces gens-là. Alors il y a d'autres modèles qui existent, mais ils sont plus coûteux en main-d'œuvre, et il faut redonner envie aux jeunes et aux moins jeunes de s'installer dans des modèles d'agriculture plus respectueux du vivant, et il faut les aider en cela. Le sixième enjeu sera le dernier, c'est la jeunesse, sa santé, on en a parlé, l'éducation des jeunes, puisque finalement c'est bien sur les jeunes générations que doit s'opérer le changement global agriculture-alimentation. Il faut que ces jeunes changent de modèle et donc qu'ils soient acteurs dès leur plus jeune âge.
On a évoqué la résilience alimentaire qui est finalement comment savoir faire face à des perturbations lorsqu'il y en aura, il y en a déjà eu, et procurer finalement une alimentation suffisante aux populations. Une cantine dans une ville, c'est une première brique pour la résilience alimentaire. Voilà, donc pour conclure sur ces enjeux, Emmanuel, j'ai envie de dire qui mieux qu'une commune pour rapprocher les agriculteurs des consommateurs par un ancrage plus local, plus respectueux de toute la chaîne des métiers de l'alimentation, par une connaissance mutuelle, par une compréhension de ce qu'on a dans son assiette et par un contexte global qui sera plus respectueux de la planète et de la biodiversité. C'est notre rôle en tant que collectivité pour notre survie et celle de la génération future dont nous avons à minima dans nos écoles en partie la charge. Mon cher Pierre-Alexandre, du groupement des agriculteurs biologiques, de l'agriculture biologique d'Île-de-France, si tu peux nous dépeindre un peu ce process et cet état de l'agriculture biologique, parce qu'on l'a décrit comme étant en crise, mais ce sont des projets comme ça qui vont la soutenir aussi. Elle est en crise, oui et non en même temps, puisqu'on constate notamment sur le territoire de l'Île-de-France une nette progression du nombre de fermes bio, comme vous pouvez le voir donc sur ce graphique. À l'heure actuelle, on est presque à 700 fermes biologiques ou en conversion. Il faut savoir que pour devenir ferme biologique, c'est un processus très long qui prend 3 ans avec une certification au bout. Mais on voit bien que les agriculteurs, ça fait plusieurs années qu'ils se sont emparés du projet et du sujet surtout de l'alimentation durable, avec une augmentation donc de ces surfaces agricoles biologiques. Le GAB les accompagne comme il se peut, avec un aspect de commercialisation où on se rend compte que les agriculteurs ont besoin d'accompagnement pour commercialiser correctement et surtout au juste prix. C'est un des enjeux de notre agriculture aujourd'hui. C'est également une structuration de filière, grâce notamment à la COP Bio d'Île-de-France, qui permet à certains petits producteurs de pouvoir être distribué même dans les cantines scolaires. C'est également une formation qu'on dispense aux agriculteurs sur les marchés publics pour que de plus en plus ils puissent venir sur justement les marchés et pouvoir y répondre pour concurrencer un petit peu tous ces gros fournisseurs. Et enfin, c'est pouvoir leur offrir un petit peu plus de possibilités et de marchés, puisque on se rend compte à l'heure actuelle chez nos agriculteurs au sein du GAB Île-de-France que beaucoup n'utilisent pas l'ensemble de leurs parcelles parce qu'ils savent que de toute façon, sinon, ce seront des productions qui seront jetées. Donc, on se rend bien compte avec ces différents constats que les agriculteurs bio en Île-de-France sont là et sont présents pour répondre aux demandes des différentes collectivités. Oui, merci Pierre. Alors, on le voit... une volonté, un territoire, des acteurs qui peuvent mettre en œuvre ces cultures. Donc maintenant, je vais donner la parole à notre diététicienne, Laurence. Pourquoi avoir un éclairage sur le bio, je ne vais pas dire est-il plus sain ou pas sain, mais comment équilibrer un repas pour nos enfants et quelle est l'importance, même s'ils ne mangent que 4 repas par semaine à la cantine ou 5 certains, il faut avoir un équilibre alimentaire. Exactement. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, le lien entre la santé et l'alimentation est connu depuis des millénaires. Hippocrate disait déjà fais que ton alimentation soit la meilleure médecine. Quelle est la relation entre les habitudes alimentaires et la santé? Ça a été analysé lors du premier PNNS, le Plan National Nutrition Santé, où ils ont fait vraiment la relation entre les maladies nutritionnelles, notamment obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, mais maladies aussi d'ostéoporose, respiratoire, et qu'elles avaient un lien direct avec notre mode alimentaire. Donc l'État s'est dit ça coûte quand même très cher, plutôt que de faire du curatif, on va essayer de faire du préventif, et c'est comme ça que a commencé les campagnes de Plan National Nutrition Alimentation. Au départ pour augmenter les fruits et les légumes, pour diminuer les produits sucrés, les produits salés.
Et ils se sont aperçus qu'en plus, il y avait d'autant plus d'impact sur les... Enfin, il y avait d'autant plus d'inégalités de santé avec la précarité. Donc cette inégalité se creusait dans le domaine de la nutrition. Donc pour une justice sociale, on a mis en place du coup ces recommandations nutritionnelles. Donc là, c'était des recommandations pour la population en général. Et puis sont apparues donc des déclinaisons pour la restauration scolaire. Et la restauration en général. Et donc là, c'est apparu le GMRCN, le groupement d'études d'études des marchés en restauration collective et nutrition. Et comme ça ne suffisait pas, puisque quand on a juste des recommandations, on n'est pas obligé de les appliquer. Donc une loi est apparue le 30 septembre 2011, qui était basée sur le GMRCN. Et puis donc là, le but c'était de garantir les besoins quantitatifs, mais également qualitatifs des enfants, les besoins nutritionnels, des repas qui soient équilibrés. Quantitatif, l'idée c'était d'avoir à peu près 40% des apports énergétiques de la journée fournis sur le déjeuner, et puis 10 à 15% sur le goûter. Et puis, donc est arrivé le PNNS4 qui là a mis en évidence la nécessité de tenir compte de l'environnement. Et donc de végétaliser l'alimentation, de diminuer les protéines animales, d'augmenter les protéines végétales, d'augmenter l'apport en fibres via les légumes secs, les céréales complètes, les fruits oléagineux, et de diminuer les graisses saturées et d'augmenter donc les graisses mono et polyinsaturées. Donc en gros, améliorer encore la santé et diminuer également les intrants, donc les adjuvants, en mettant plus de bio et en limitant les plats ultra transformés et en faisant plus de plats maison. Donc la déclinaison sur la restauration collective, ça a été la loi Egalim 1 en 2019, la loi Egalim 2 en 2021, me semble-t-il, climat et résilience. Et donc là, l'objectif, c'était donc de mettre une note plus donc sur l'environnement et la santé, donc avec donc les 20% de bio, donc moins de pesticides, moins d'insecticides, de nitrites, et puis donc également des produits labellisés. Diminuer les protéines animales avec un repas végétarien donc par semaine et un plan de diversification des protéines. Et puis parallèlement, donc une mesure du gaspillage alimentaire, parce que comme on le disait, on peut faire des repas qui sont théoriquement parfaitement équilibrés, mais ce qui est important, c'est que les enfants le mangent. Donc il faut mesurer ce gaspillage alimentaire. Il n'y a pas d'obligation, par exemple, sur le côté fait maison, sur la diminution des plats ultra transformés. Donc là, on est encore dans des recommandations. Et c'est là où on voit effectivement le décalage qu'on peut avoir entre une restauration qui est concédée et une restauration qui va être autogérée. Là où on va avoir donc une amélioration sur une restauration autogérée, c'est l'amélioration du taux de prise alimentaire. Parce que quand on lit les menus, il n'y a pas forcément de grandes différences, mais là, effectivement, on va choisir les produits qui sont le mieux consommés par les enfants. On va pouvoir les cuisiner de manière à ce qu'ils soient mieux appréciés. On connaît mieux les écoles, les enfants. Et puis, on va y avoir une meilleure maîtrise, on disait, du personnel. On va pouvoir adapter les petites quantités, les grandes quantités. Je travaille pour la Caisse des écoles du Paris 18e. Et donc là, il était impossible de faire l'adaptation des quantités pour les enfants. Donc qu'ils aiment pas, ils auront la même quantité. Qu'ils soient en CP ou qu'ils soient en CM2, c'est exactement les mêmes quantités. La société de restauration ne voulait pas faire ce changement. Voilà. Donc, quand on est en autogéré, on peut faire ces adaptations. On va pouvoir former le personnel à la mise en valeur de la prestation alimentaire, sur la promotion de la prestation alimentaire. Et puis, il y a cette relation
de confiance qu'il va y avoir entre le personnel et les enfants. Là, le personnel va fabriquer. C'est quelque chose, c'est comme il disait, une cuisine un peu familiale. C'est elles, souvent ce sont des femmes qui ont cuisiné, et elles ont plus de plaisir à transmettre ce plaisir donc aux enfants qu'elles vont nourrir. Et puis les enfants, de ce fait-là, vont diminuer un peu leur peur alimentaire parce qu'il y a une relation affective avec celles qui ont cuisiné. Ça me fait plaisir de manger cet aliment pour lui faire plaisir. Ce qui est intéressant aussi en repassant en autogéré, c'est d'améliorer la qualité des nutriments. On peut choisir la qualité, parce que quand on a effectivement du bio, mais du bio qui vient de Pétaouchnok, ça n'a peut-être pas forcément la même qualité que nutritionnelle, mais enfin surtout gustative, que le produit qui est produit effectivement pas très loin. On va pouvoir choisir la qualité des huiles, fabriquer soi-même ses vinaigrettes. On peut diminuer la part des produits ultra transformés. Là, on veut plus de produits, donc des repas végétariens. Mais ce qu'on voit par les sociétés de restauration, c'est quand même une part très importante de produits ultra transformés. Quand on revient sur de l'autogéré, on peut choisir effectivement de faire plus de repas maison et des repas donc qui soient moins avec des produits ultra transformés. On va augmenter le nombre de fibres dans les repas, donc améliorer donc la santé. Conclusion, on peut vraiment, à partir d'une restauration autogérée, améliorer la prise alimentaire et améliorer la qualité des nutriments servis aux enfants. Merci Laurence. Je rajoute un point qui est rarement évoqué. Moi, j'ai 14 nationalités sur ma commune. Et le problème des menus dits confessionnels était relativement important. Et on l'a résolu en proposant un menu végétarien. C'est le menu qui convient à tout le monde. Donc tous les jours, ceux qui veulent un menu confessionnel mangent végétarien. Et une fois par semaine, tout le monde mange végétarien. Donc c'est des solutions qui peuvent être étudiées. Et voilà, c'est aussi une réponse réglementaire à cette solution. Bérangère et Isabelle, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle et les attentes qu'ont porté les parents et les membres de la commission menu ? Sur les 365 jours de l'année, 140 repas à peu près sont consommés en restaurant scolaire chaque année par un élève demi-pensionnaire. Sur les 730 repas, 365 x 2. Le restaurant scolaire est donc un lieu essentiel, après celui de la famille, pour l'éducation alimentaire. Nous sommes ici donc dans la coéducation. La première raison de la mise en place de la restauration scolaire est de répondre aux besoins physiologiques et nutritionnels des enfants, leur permettant ainsi de pouvoir suivre les enseignements de l'après-midi. Il doit être donc un moment de récupération et de ressourcement. Afin de pouvoir informer et échanger avec les familles, il existe les commissions menus. Actuellement, nous en faisons à la ville. Elles réunissent autour d'une même table le ou les élus dont c'est la délégation, la société de restauration actuellement, le service scolaire, le service périscolaire et un représentant de chaque fédération de parents d'élèves. Elle a lieu tous les 2 mois à partir de chaque rentrée scolaire. Si cette commission n'est pas une obligation, nous souhaitons la maintenir. Elle répond à une double exigence, maintenir la qualité nutritionnelle des repas et mieux informer les parents. L'alimentation d'un enfant d'âge scolaire est essentielle pour sa croissance, son développement psychomoteur, ses capacités d'apprentissage. Elle doit être équilibrée, variée, répartie au cours de la journée, le matin, le déjeuner, 4 heures et le soir. Nous, en tant que ville, déjeuner et 4 heures. Lors de ces commissions de menus sont passées en revue les propositions sur la restauration scolaire, les menus proposés pour la période à venir et mettre à plat d'éventuels problèmes liés à la restauration. La fréquence de présentation des plats doit être respectée afin de préserver l'équilibre alimentaire selon les principes suivants. La proposition de plusieurs plats à chaque repas, respecter les exigences minimales de variété des plats servis, mettre à disposition des portions de taille adaptée et définir les règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, etc. L'alimentation d'un enfant doit lui apporter des aliments de bonne qualité pour répondre à ses besoins de croissance, comme on a déjà dit. Elle doit être équilibrée, variée et fractionnée en rations. La loi Egalim demande qu'il y ait 50% de produits alimentaires durables de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique.
à Chaville, nous sommes au-delà de ces demandes. Et ainsi qu'il est demandé depuis quelque temps de proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine. En plus de ces commissions, la ville fait un suivi de la délégation de services publics, le respect du cahier des charges, le contrôle régulier des repas servis dans les cantines, le goût, le grammage, le service, la réalité des aliments servis par rapport aux propositions faites aux commissions menus, des échanges et rencontres réguliers entre les responsables de la ville et le délégataire de la prestation, et enfin des visites vérifiant l'hygiène et aussi vérifiant la maintenance du matériel à chaque retour de vacances. Donc Bérengère, ce que tu nous expliques, c'est que les objectifs de la loi sont bien respectés à Chaville. Heureusement, c'est heureux, on en est ravis. Cependant, ce que nous n'avons pas avec notre prestataire, et c'est pour ça qu'on vous présente un autre projet, je pense que ça a déjà été bien expliqué, mais finalement, c'est la maîtrise. La maîtrise du goût, puisqu'Elior, ça a été dit par Jean-Jacques, c'est 50 000 repas préparés 3 jours à l'avance. Donc au niveau du goût, peut-être même plus, 5, bon voilà, jusqu'à 5. Donc au niveau du goût, forcément, il y a un impact négatif. La maîtrise de l'approvisionnement, parce que si Elior remplit les critères, et finalement c'est théorique, c'est sur le cahier des charges, ils ont cette volonté d'approvisionnement qui respecte notre cahier des charges. Ils y tendent, ils y sont pas complètement, parce qu'on a un cahier des charges très ambitieux. Mais en fait, il peut y avoir des aléas, il y en aura. Et en fait, en cas d'aléa, ils s'arrangent, ils sont obligés de faire au plus vite. Et donc, finalement, le rendu final, on n'en a pas la maîtrise. C'est la maîtrise de l'adéquation au plus juste des besoins par rapport au goût de nos enfants chavillois. Ça a bien été expliqué par Laurence. Et c'est la maîtrise de toute la chaîne du projet pédagogique, puisque finalement, il est question de cohérence, de cohésion de toute une équipe. Et ça, évidemment, c'est plus facile si on a ça en interne dans la ville que si on doit faire appel à un prestataire extérieur. Oui, c'est important quand tu dis de projet pédagogique. Donc, et j'aimerais que Laurence nous explique comment on peut intervenir pour accompagner les parents, les enfants dans un schéma de réflexion sur l'alimentation. Exactement, parce que le but, c'est effectivement de faire que ce temps du repas soit un temps éducatif. Ça fait partie des recommandations du plan national alimentation, et le but, c'est donc de développer à la fois les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. On peut travailler donc au niveau du personnel, que ça soit donc que les différents personnels connaissent ce que l'on attend d'une alimentation équilibrée, ce qu'on doit avoir sur un déjeuner. Les connaissances sur comment cuisiner un repas végétarien qui soit bon, que ça soit sur le savoir-faire. Donc ça va être plus valoriser, améliorer la prestation alimentaire, que ça soit également sur le savoir-être, rassurer les enfants, puisqu'ils sont en période d'apprentissage alimentaire, et on peut pas leur en vouloir de ne pas connaître, de ne pas aimer encore le chou rouge, le chou blanc, c'est quand même assez difficile, et c'est normal, je veux dire, ils sont en apprentissage alimentaire. Ces apprentissages, on va les faire aussi au niveau des enfants, mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une action globale. Généralement, quand on travaille avec des sociétés de restauration, on va avoir des animations ponctuelles, des animations petit déjeuner, des animations de dégustation sensorielle, de présentation de produits bruts, mais on ne fait pas changer un comportement alimentaire quand on va avoir une animation par trimestre pour une classe. C'est pas comme ça qu'on va changer. Oui, ces animations ponctuelles, ça ouvre à la curiosité, mais ce qui est important, c'est d'avoir une action globale, que ça soit des connaissances alimentaires, que ça soit sur le savoir-être, c'est essayer de goûter et de regoûter au moins 10 fois, 15 fois avant de porter un jugement, ça vraiment j'aime pas trop, et c'est ça, par cette répétition, cette stimulation, que l'enfant va progresser dans son comportement alimentaire. Donc c'est à la fois des animations nutritionnelles qui va être effectivement sur du brut au transformé, mais ça passe toujours aussi par la dégustation sensorielle. C'est-à-dire que si on présente des choses d'un point de vue complètement théorique, on ne peut pas intégrer le changement de comportement. L'apprentissage alimentaire, c'est un apprentissage sensoriel. C'est comme si je vous apprenais à faire du vélo de manière théorique.
Vous appuyez un peu à droite, puis vous rétablissez l'équilibre, puis à gauche. C'est pas comme ça que vous allez apprendre à faire du vélo, faut le faire. Hein. C'est pareil au niveau alimentaire. Hein. Et donc, il y a toutes ces animations qui vont être également sur la découverte des produits un peu exotiques ou des repas à thème. Mais ça va être aussi les actions au quotidien, aidées par les cuisinières, aidées par les animateurs, pour stimuler les enfants à manger, répéter. Hein, donc c'est ça aussi, voilà, l'éducation à l'alimentation. Et pour compléter, une éducation à l'alimentation qui doit commencer à la crèche, hein, très tôt. Les premiers goûts, on dit l'importance des 1000 premiers jours, hein, mais c'est vraiment important. Et puisqu'on a une conseillère régionale sur place, c'est aussi important que ça continue au collège et au lycée aussi après. C'est vrai. Pardon, mais collège. Je retomberai sur mes pieds. Donc, quand on voit l'animation et dans l'intervention d'accompagner les adultes et les enfants, j'aimerais que Pierre-Alexandre, tu nous fasses un point sur aussi le retour d'expérience des visites. Parce que la visite de ferme, ça fait partie de cette éducation à la production, à la découverte des produits et donc à l'appréciation. Oui, tout à fait. Et ces visites de ferme, on les fait aussi bien pour les enfants que pour le personnel cuisinant. Et, parce qu'effectivement, l'éducation se fait aux enfants et c'est primordial, c'est le maillon essentiel, mais également auprès du personnel de cantine, puisque si on veut faire apprécier un produit à un enfant, il faut que le personnel soit formé et il soit en mesure de l'expliquer. Donc plus on va avoir la maîtrise de ces menus, plus on va avoir du personnel cuisinant, plus il va pouvoir vendre le produit auprès de l'enfant et plus l'enfant va facilement le consommer. Pour en revenir donc aux visites de ferme, on se rend compte qu'il y a un vrai changement de mentalité, que ce soit aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Après une visite chez un de nos exploitants biologiques, puisqu'il y a souvent une méconnaissance des problématiques, que ce soit de saisonnalité, que ce soit de rendement, que ce soit de planification. Parce que ça, c'est un des gros problèmes que pouvait avoir l'agriculteur biologique, c'était de ne pas planifier à assez long terme ses productions, chose qu'il a pu régler. Et maintenant, il y a cette communication entre le cuisinier et le producteur qui est devenu un maillon essentiel pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir échanger ensemble et pour pouvoir travailler main dans la main. Oui, donc, comme vous le voyez, sur cette première table ronde, j'allais dire, on a dressé le tableau non pas des points positifs, mais de l'obligation de changer notre réflexion sur l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose qui a été pris en compte, et je remercie Monsieur le maire, parce qu'on travaille tous les élus dans l'intérêt général, et là, c'est un intérêt général qui va très profondément changer la situation et la santé de vos concitoyens. Monsieur, la question que je posais, c'était que faire par rapport à cette question du gaspillage qui peut se poser nationalement et localement. En écoutant, je pense que vous pourriez entendre la question. Merci. J'ai une expérience du gaspillage. Nous, on a commencé, on avait 360 grammes de gaspillage par plateau, en comptant ce qui est gaspillé dans les cuisines, hein, parce que vous avez des restes dans les gamelles, et ce qui est jeté par les enfants. On est descendu à 30 grammes. C'est essentiellement dû à la qualité nutritive et gastronomique, mais au personnel qui connaissent les enfants. Et moi, j'ai la particularité, ma cuisine, le personnel, ce sont que des handicapés qui servent les enfants. Donc on ne peut pas leur demander et ils connaissent tous les jeunes par leur nom. Donc c'est un travail de longue haleine, mais la connaissance du convive, quand vous allez au restaurant, le cuisinier, vous lui dites grande faim, petite faim, vous mangez, vous gaspillez pas. Quand vous connaissez vos convives, vous gaspillez pas. Vous nous avez dit que c'était mieux que la loi Egalim en termes de goût, de ceci et de cela.
On voit que la loi évolue énormément et on aurait aimé avoir une comparaison réelle parce qu'on dit on va faire mieux, on va faire mieux, on va faire mieux, mais c'est pas quantitatif la présentation, c'est très qualitatif. Oui, alors, d'abord, il y a des objectifs. Je reprends sur ça et puis je parlerai de gaspillage après. D'abord, il y a des objectifs. Il y a des objectifs, on va dire, obligatoires, ceux de la loi. Il y a des objectifs qui sont déjà ce qui est affiché aujourd'hui par la société de restauration. Bon, la maîtrise exacte de ce qui est affiché. Et vous avez compris que personne ne l'a vraiment, à part peut-être eux. J'ai dit peut-être, hein. À part peut-être eux. Et donc, de toute façon, ça, c'est les points de départ. Et c'est dans ce sens-là qu'a été fabriqué le budget dont on parlera tout à l'heure. Ensuite, il y a des objectifs municipaux qui ont été fixés. C'est d'essayer d'aller au maximum de ce qui est possible en produits durables, dont tout ce qui est possible en bio, et en particulier en bio local. La COP Bio d'Île-de-France répond au marché public d'un certain nombre de communes et arrive à fournir largement ce qu'il faut. Et pour Chaville, ça ne posera pas plus de problèmes que ça. Il faut aller encore au-delà, parce qu'il y a d'autres types de produits, puis il y a des choses qui ne sont pas commercialisées à la COP, genre des herbes bio, fraîches. C'est pas très loin d'ici, c'est à côté de Rambouillet, à côté de la ferme. Et tout ça, c'est des choses qu'il est possible d'acheter, y compris d'ailleurs hors marché, parce que les herbes, c'est pas quand même ça qui va coûter 40 000 €, donc on doit pouvoir acheter ça facilement. Mais ça permet de le faire. Et donc de faire progresser cette part de bio, cette part de local, cette part de produits et de producteurs qui aient des pratiques valorisées et valorisantes. Donc ensuite, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire demain je vais faire tant. On ouvre une cuisine, et donc on a des objectifs, mais en tout état de cause, ces objectifs-là, ils ont vocation à évoluer, et en tout cas, au moins, d'être aux 30-35% de bio et 70% de produits durables, ce qui est ce que la commune souhaite afficher aujourd'hui et souhaite pouvoir afficher. L'autre partie, c'est la question du gaspillage, et elles sont un peu liées, en fait. Elles sont liées parce que si vous maîtrisez vos achats, vous maîtrisez aussi ce que vous n'achetez pas. Et vous n'achetez pas ce qui est inutile à acheter parce que c'est jeté, parce que c'est en trop, parce qu'on ne maîtrise pas les effectifs, parce qu'on ne maîtrise pas les quantités, parce qu'on ne maîtrise pas le service. Le jour où vous maîtrisez tout ça, vous pouvez, en formant le personnel, améliorer votre service. Choisir et savoir combien j'ai de petites fins et de grandes fins, ce que Laurence disait tout à l'heure. Et ça profite à qui? À celui qui gère. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de le faire avec des effets réels. Parce que celui qui souhaite le faire, c'est pas celui qui bénéficie du truc, financièrement. Et ceux qui ne pensent un peu qu'à ça, en fait, ils sont pas intéressés parce que de toute façon, eux, ils vendent leur repas complet. Quoi qu'il se passe. Donc en fait, cette relation d'achat d'une prestation payée au repas, c'est un peu pousse au crime par rapport au gaspillage, en fait. Il faut quand même dire ce qui est. C'est vrai aussi sur quand on fait rajouter des repas. Enfin, il y a toute une série de pratiques qui sont un peu obligatoires parce que cadrées dans un marché de prestations et qui ne seront plus du tout le cas demain. Parce qu'il n'y en aura plus besoin. Moi, j'ai géré une restauration scolaire avec 12 cuisines, 50 restaurants. Il y avait 10 000 repas à la fin. Je peux vous dire que le gaspillage était assez faible. Et que par contre, au fur et à mesure du temps, les produits bio, on les a intégrés. Et puis, c'était il y a 10 ans, j'ai fini il y a 10 ans. Donc, si vous voulez, les haricots bio, en Ile-de-France, il n'y en avait pas. Hein. Il y avait les lentilles, mais les haricots, c'est arrivé juste après. Donc, en fait, il y a quand même toute une pratique qui permet de faire évoluer les choses. Et le gaspillage, c'est un outil aussi, y compris un outil économique pour faire. C'est pas seulement que c'est pas bien de jeter. C'est dommage d'avoir fait bosser des gens à 6 heures du matin, d'avoir acheté des trucs qui servent à rien, d'avoir donc dépensé ça, d'avoir dépensé même de l'énergie pour cuire tout ça. Bon, voilà. Donc c'est des pratiques qui sont possibles une fois qu'on maîtrise le tout. Parce qu'une fois que vous maîtrisez le tout, vous faites vraiment de la maîtrise. C'est-à-dire que, voilà, vous décidez que vous mettez du rôti de veau, et vous vous faites engueuler, c'est trop cher, demain je mets de la soupe, hein, c'est pas un problème. Hein. C'est sain. Hein. Ce qui est sûr, c'est que le gaspillage, ce que la question que vous posez, vous verrez qu'avec une bonne éducation alimentaire et un bon groupe périscolaire, c'est les propres enfants qui disent à leurs copains de ne pas prendre 3 morceaux de pain et de ne pas jeter.
Nous, on a un concours de pesée par classe à la sortie étape des balances qui pèsent les déchets. Et je peux vous dire que celui qui surveille la balance, il fait baisser la semaine d'après ou le lendemain le nombre de gens qui prennent du pain et qui le jettent. Donc il y a une éducation qui se fait par la motivation. Mais ça, on va le voir sur l'objet de la deuxième table ronde, tout ce qui est coût financier et organisation. Ce qui m'intéresserait, une dernière question, s'il y avait des parents ou pour voir un peu le projet. Ah là, allez. Alors bonsoir et merci pour la présentation, la table ronde et aussi votre remarque, Monsieur Delmotte. Vous avez fait remarquer qu'il était important qu'il y ait une continuité entre école primaire, collège et lycée. Donc il est très important qu'il y ait une cohérence aux différentes échelles. Donc entre la municipalité, le département, la région, c'est extrêmement important. Donc il est essentiel effectivement que nos enfants réapprennent à manger plus sain, plus local. Or, pour manger plus local, si on veut des circuits courts, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait nécessairement des agriculteurs, des fermes, des terres agricoles à proximité. Or, on voit que la tendance actuellement n'est pas vraiment à la préservation des terres agricoles. Je pense en particulier aux terres du bassin parisien, au triangle de Gonesse, aux terres du plateau de Saclay. Et oui, c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une remarque. Je voudrais faire remarquer qu'il est indispensable que nos élus qui portent un tel projet s'engagent pour la préservation des terres, notamment des terres du plateau de Saclay. C'est assez compliqué, c'est général, mais vous avez dit qu'il fallait commencer par quelque chose. La première alimentation, elle est à la commune primaire. On met les bases, on met les fondations pour le projet d'après. Et il faut toujours commencer. J'ai malheureusement une expérience de maire depuis quand même quelques mandats. Et c'est au 2e ou 3e PLU qu'on arrive à avoir les terres agricoles et à installer des agriculteurs. Il a fallu faire une zone agricole protégée pour que les terres agricoles détenues par les agriculteurs soient remises en agriculture. Donc, gardez l'espoir. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. On y arrive et on y arrive. Donc, oui, il y a une loi zéro artificialisation nette qui est passée, un ZAN. Alors, il y a beaucoup de problèmes sur sa mise en œuvre et son application, etc. Mais en tout état de cause, la tendance, c'est d'arrêter d'artificialiser. Ça me paraît clair. En tout cas, c'est la tendance dans les têtes. Mais vous avez bien raison. Dans le réseau national des projets alimentaires territoriaux, dans lequel j'interviens, on voit bien ce que c'est les points qui sont saillants sur comment on fait pour mettre plus de local dans la restauration collective, par exemple. Il y en a un, c'est facile, c'est des légumeries. Il faut que dans les cuisines, on sache utiliser des produits bruts. Voilà, qu'on sache. Et puis qu'on ait les matériels. Puis qu'on ait un peu le temps. Une fois qu'on a réglé ça, ça sera le cas ici. Enfin, c'est comme ça que c'est conçu. Mais ensuite, le deuxième point qui vient, c'est les terres, c'est le foncier. C'est certain. C'est un élément majeur. Il y a ça. Et puis, l'autre morceau, c'est qui on met dessus. Donc c'est l'attractivité des métiers. Il y a beaucoup de collectifs et d'interprofessions agricoles qui se posent ce type de questions, ce qui est assez logique. Moi je participe à beaucoup de petits séminaires et de réunions comme celle-ci. J'ai entendu sur cette table ronde par notre collègue du GAP qu'il n'y a pas de problème pour produire. Donc vous êtes dans une région, vous avez de la chance. Moi, j'ai plus d'agriculteurs sur ma commune. J'ai des golfs. J'ai des chevaux de course, et j'ai des héliports, et on produit 100% de la restauration bio pour la cantine. Voilà, il y a un moment donné, on peut faire, il ne faut pas chercher des excuses partout. Vous avez décidé de mettre la première brique. Moi, c'est remarquable, parce que il n'y a pas beaucoup de communes qui prennent cet engagement, et je suis très optimiste. Quand on me dit qu'il y a des produits et qu'il y a des enfants qui vont les manger, voilà.